c'est surtout d'avoir encore un point de vue. Lui, il n'était pas, en fait, il n'était pas un prêtre, il était un ménonite. Ouais, c'est ça. Et la culture ménonite que je connais assez bien, j'ai passé du temps sur la communauté des ménonites à Montana, en fait. Et c'est une culture qui a horreur de la violence. Et même si on est attaqué, un homme est attaqué par notre homme, il ne combat pas, il le prend. Il était contre, c'était comme ça dans la vie. Et donc ça, c'est exactement l'inverse de la vie de notre société en général, des Blancs et aussi des Amérindiens. C'est juste pour introduire un personnage raisonnable qui a ce point de vue, mais où on voit aussi le problème parce que, oui, c'est vrai, la vengeance, ça cause encore plus de vengeance, mais en même temps, si on ne réagit pas du tout, on va être exterminé. Donc, c'est ça que c'est juste le contraste entre ces points de vue qui m'intéressait. C'est par humour, décidément. Empêché de parler. C'est par humour que vous en avez fait un pécheur? C'est quoi? C'est par humour que vous avez fait de cet homme, de cet homme religieux un pécheur? Je ne sais pas, non. C'est pas du tout. Je trouve que simplement que c'était aussi les Ménonites. Ils étaient les fermiers, ils étaient des chasseurs, les pêcheurs, et donc c'est normal qu'il fait ça. Aussi, il avait besoin de nourrir ses femmes à cette période dans le roman, et j'aimais, parce que je connais ce paysage très très bien, comme j'ai dit, donc il faut savoir comment de survivre dans ce paysage, cette campagne, et campagne, désolé. C'est juste, c'est bien. Et donc, lui, il savait comment de le faire. Et heureusement pour les femmes, parce que les autres femmes qui viennent de... Et Molly aussi, le bon personnage, notre narrateur. Mais bon, il faut lire le côté. Je vais vous l'emprunter parce que le mien est... Voilà. Oui, bon, la pêche, c'est souvent d'ailleurs une pêche miraculeuse parce qu'il arrive à nourrir tout un peuple presque en pêchant. Ouais, mais ça, c'était pas du tout faux. À cette époque, et ça, c'est incroyable, mais les rivières, on avait des récits sur la pêche à cette époque, quand les soldats, ils ont arrêté, pendant cette... exactement à cette période, l'armée, ils ont arrêté dans certains endroits où ils passaient une semaine là, et ils ont eu des concurrences pour voir combien de truites il peut attraper. Et les gens qui arrivent avec 200, plus que 200, un seul homme pendant le matin. Les rivières étaient pleines. Maintenant, ils n'ont rien. Et on peut voir pourquoi. Hein. Mais c'était le commencement. C'était pas... Lui, il savait comment le faire, mais c'était pas très difficile. Si on avait une idée vague comment de faire la pêche, on va attraper quelque chose à cette époque. C'était une période très, très riche dans l'écologie des plaines. Alors, je vais encore deux petites questions parce que je crois qu'on va laisser un petit peu la curiosité du public à travers les questions. Il y a quelque chose aussi, un thème c'est le thème de la fuite. Et je me permets de vous lire également, c'est « Je me rends compte finalement », alors je ne sais plus qui est-ce qui le dit, c'est Suzy, je crois. « Je me rends compte finalement qu'ils passent une grande partie de leur temps, elle parle des Indiens, une partie de leur temps à courir et à fuir dans le but, somme toute modeste, de rester libres. Ces derniers jours, nous avons eu, nous aussi, l'impression d'être des fugitifs, soumis à cette réalité inéluctable
que pratiquement toute personne en dehors de notre petite bande est un ennemi mortel. Les colons, les chercheurs d'or, les soldats et les Indiens qui les guident, prêts à nous nuire de bien des façons. Et même s'il nous est encore difficile de communiquer avec la tribu, il nous est apparu que nous en faisons partie. Étrange sensation, nous, contre le reste du monde. On a l'impression quand même qu'il y a quelque chose d'inéluctable, c'est-à-dire une fatalité. Ils sont condamnés à errer tout le temps pour avoir cette liberté. Oui, ça c'est une question. Oui, c'est une constatation. Oh, oui, oui, vous avez très bien décrit ça. Oui, c'était une période, comme tu dis, c'était une période désespérée dans la vie de ce peuple. Oui, c'est une période fatalistique. Ils ne savaient pas comment. Mais de toute façon, ils ont, comme j'ai dit, avaient besoin de vivre, d'avoir une vraie vie. C'est la nature humaine. Même les Syriens, on les voit, le désespéré dans des circonstances si désespérées que ça, avec les familles qui fuient. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que ces femmes, qu'est-ce qu'elles veulent? Elle veut une vie, elle veut une meilleure vie pour les enfants, et c'est tout. Et c'est pareil avec ces gens à cette époque. N'importe comment c'était désespéré, ça c'est la nature humaine, ça c'est l'espoir humain de trouver on ne veut pas rester, les Syriens ne vont pas rester dans un village où on a les bombes chaque jour, tous les voisins sont tués. On ne reste pas là pour mourir, on essaie d'échapper et de survivre et de protéger les enfants. Ça, c'est normal. Alors, juste une petite pointe critique. On a l'impression que vous n'avez pas envie qu'on reste toujours triste. Alors, lorsqu'il y a des morts, il y a toujours quelqu'un qui réapparaît. Et vous vous êtes dit, c'est comme ça va les rendre un peu plus joyeux. Parce que chaque fois, il y a des réapparitions comme ça, des miracles. Personnes que l'on croyait mortes et qui reviennent. C'est fait exprès? Je ne veux pas trop dire. Hein. On a des surprises dans le roman. Mais non, il n'y a pas des personnes qui... c'est rien de supernaturel. Disons. Un petit peu quand même. Ah oui, mais non, mais... Bon, il faut lire le roman. En particulier, vous apprécierez la dernière, ce que j'appelle la dernière chute de la falaise. Voilà, je ne dirai pas plus. Ah oui, là, c'est vraiment du happy end à l'américaine. Oui, vous avez raison. Alors, dernière petite question. Est-ce que ce livre, qui est un hymne donc aux Indiens, qui est aux femmes, est-ce que vous pensez que c'est aussi votre participation, votre aide à la réhabilitation justement du peuple indien? Je ne sais pas, oui, on m'a demandé une question comme ça pendant cette tournée, mais moi je suis... c'est pas à moi de prendre la cause des Indiens, c'est pas pour ça que j'ai écrit des romans. Simplement, c'est une période qui me fascine, c'est un peuple qui me fascine et je voulais explorer comme le processus d'écriture, c'est un processus pour l'écrivain de découvrir, de comprendre et on espère on peut transmettre ça au lecteur aussi, mais mon but c'était de raconter une vraie histoire, même que c'est de la fiction, et c'est vrai en esprit, et je voulais, c'est pas à moi de prendre la cause des femmes non plus, mais c'était comme ça pendant cette période. Et je suis conteur, et c'est ça que je voulais faire, de raconter une histoire qui me prend, qui me fait suivre la piste du roman, parce que c'est toujours comme ça pour moi. Je fais rien en avance, je commence l'écriture et je vois où ça va m'amener.
Et c'est juste, c'était pas fait exprès pour prendre la cause des Indiens, mais peut-être mon intérêt des Indiens au commencement, c'était basé sur ce fait. Ça, c'est possible, ça, c'est tout à fait possible. Alors, la dernière des terres, est-ce qu'une des forces des Indiens réside non pas uniquement dans leur corps, mais surtout dans leur esprit? C'est d'ailleurs, je pense, est-ce que c'est un de leurs secrets? Il y a une phrase qui est prononcée dans le livre, je ne sais plus par qui, dit « Le monde véritable se cache derrière nous, comme quoi nous ne voyons et ne comprenons que la surface des choses, alors que les Indiens sont capables de voyager au-delà. » Oui, c'est une croyance que les Cheyennes et beaucoup des tribus, ils ont eu. Et ça, c'est quelque chose que je vais explorer dans le troisième tome de la trilogie, parce que j'ai commencé d'explorer dans celui-ci un peu, mais et j'ai pas fait beaucoup de, je parle pas beaucoup de la spiritualité des Cheyennes dans Mille Femmes Blanches, mais plus dans celui-ci, et c'était les croyances, le chamanisme, qui était si important pour toutes les cultures amérindiennes natives, en fait, partout dans le monde. Les chamans, ils voient le monde différemment que la plupart de nous, de notre société, de nos sociétés. Donc ils pensaient, il y avait des gens, ils pensaient qu'il y a des gens dans le tribu qui ont eu la capacité de devenir, de parler aux autres animaux, par exemple, les autres animaux, de parler aux ours. Et donc, toutes les légendes, j'ai lu des centaines de légendes des Cheyennes racontées par les anciens, parce que évidemment c'était une histoire orale, pas écrite. Et on voit que ces croyances si fortes, c'était naturel pour eux d'imaginer les gens capables d'aller entre les deux mondes, le monde de spiritualité. C'était pareil dans le monde de la nature. Ils n'ont pas mis le peuple, ils ont dit nous sommes le peuple, ça c'est les ours, ça c'est les oiseaux différents, les loups, mais il n'a pas mis les humains à un niveau plus haut que les autres animaux. Tout le monde est au même niveau, tout le monde a eu une fonction spécifique, peut-être dans mais ils ont eu aussi la capacité, on voit les autres animaux qui s'entendaient assez bien ensemble, des races différentes, et ils pensaient, les chiens étaient capables de faire ça aussi, et c'était pareil dans le monde spirituel. Il avait cette croyance, et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'explorer dans le troisième un peu plus, et comme ça, mais il faut lire le livre.